Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par la CCI France-Suisse, qui, je vous le rappelle, a pour mission d'animer et de fédérer une communauté de plus de 700 entreprises membres et qui est le premier réseau d'affaires franco-suisse. Alors, il y a quelques semaines, vous avez été très nombreux à suivre le premier volet de ce cycle Management bienveillant qui était consacré à la transformation du dirigeant. Merci déjà à tous ceux qui étaient avec nous lors de ce premier rendez-vous. Merci pour votre interactivité et aussi pour vos nombreux retours. Et merci bien sûr à Kindness for Business avec qui nous collaborons sur ce cycle. Kindness for Business, je vous le rappelle, c'est une initiative et une plateforme qui a pour objectif de promouvoir et de propager du savoir et de l'intelligence collective pour inciter les leaders et les personnes actives à essayer de trouver de nouvelles pratiques, de nouveaux outils, mais surtout pour adopter un nouveau mindset centré sur l'humain et le développement durable et qui va avoir un impact direct sur les résultats des entreprises. Alors aujourd'hui, nous abordons une thématique qui est presque philosophique puisqu'il s'agit de la transformation par le sens. Comment donne-t-on ou redonne-t-on du sens au travail et quels sont les moyens d'y arriver? Alors l'économie comportementale prouve que les performances augmentent quand il y a du sens au travail. Le salaire et les avantages en nature aujourd'hui ne suffisent plus. Les collaborateurs ont besoin de savoir pourquoi ils se lèvent le matin. Quelle est cette raison d'être qui va les pousser à mettre leur énergie dans leur travail? Il arrive aussi de plus en plus fréquemment que le manque de sens provoque le désengagement des salariés et que cette quête les pousse à changer d'entreprise, voire même à se reconvertir. Alors la crise a été une période d'introspection pour nous tous et aujourd'hui la question du sens, elle est bien réelle. Là où il y a encore quelques années, la nécessité résidait dans la satisfaction de nos besoins primaires, ce côté accessoire que pouvait avoir le sens devient aujourd'hui essentiel. Pour aborder ce vaste sujet aujourd'hui, ce n'est pas un, mais deux cofondateurs de Kindness for Business qui sont avec nous. Il s'agit de Sophie R et d'Alain Vernier. Sophie sera notre accompagnante du jour. Donc, Sophie, elle est consultante en communication, RSE et information stratégique. Elle a une longue expérience dans la rédaction, l'accompagnement des entreprises. Et c'est un grand plaisir d'avoir cette belle personne avec nous aujourd'hui pour nous donner les clés sur le sens en entreprise et comment l'intégrer dans la culture d'entreprise. Nous avons également le plaisir de recevoir Laurent Burga, qui est le DRH de Renault Suisse et le directeur de la transformation pour le secteur DACH, donc Allemagne, Suisse et Autriche. Laurent a la gentillesse de venir partager sa longue expérience avec nous. Il a la particularité d'avoir mené une réorganisation complète des équipes Renault pour les 3 pays en 2020, donc sur fond de crise et à 100% à distance. Il nous parlera donc de la réflexion du groupe Renault sur son sens, ses valeurs, mais aussi sur les problématiques liées à l'interculturel, au recrutement, donc des problématiques qu'il rencontre au quotidien dans son métier. Et enfin, j'accueille mon complice tout au long de ce cycle, Alain Vernier, un activateur de capital humain, gestionnaire de la transformation, Chief People Officer, qui nous racontera un nouvel épisode de la transformation complète qu'il a opérée au sein de la SNCF Italie. J'avoue que je suis impatiente d'écouter Alain sur la question du sens. Une dernière information pour les participants avant de te donner la parole, Alain. Nous vous invitons à nous faire part de vos réactions dans la chat box et de vos questions dans la boîte Q&R auxquelles nous prendrons le temps de répondre au cours des 20 dernières minutes. Je passe donc maintenant la parole à Alain Vernier, mon cher fil rouge. Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Alors avec Émilie, tous les intervenants, on a conçu ce webinaire pour vous, les dirigeants d'entreprise, et vous, leurs collègues et les acteurs de changement. Vous aider à vous interroger, à réfléchir, à prendre de la hauteur par rapport à vos pratiques et votre contexte. Alors, le format est court et on le sait parce que certains d'entre vous nous l'ont dit. Certains ont envie d'avancer dans ce que Sybille, et je crois que tu es connecté, je t'ai vu Sybille, bonjour, Sybille a parlé lors du premier webinaire de développement organisationnel, donc on sait que certains voudraient être accompagnés, mais voilà, peut-être qu'on inventera un format plus long de type workshop dans le futur et vous aurez l'occasion de vous donner vous aurez l'occasion de nous donner votre avis. Alors, ce cycle s'articule autour de trois volets, chacun étant à la fois une porte d'entrée et un levier.
La première fois, c'était sur le changement de posture du dirigeant et sur son rôle dans la transformation. Aujourd'hui, donc, on parlera de sens et de culture et la prochaine fois, on parlera d'organisation et de pratiques décisionnelles. Chez KNS for Business, nous pensons que nous assistons à une véritable pandémie de mal-être qui touche le monde de l'entreprise. Émilie, tu viens de parler des engagements et on entend partout la frustration de nos amis. Et alors, j'ai vérifié, ce n'est pas simplement mes amis. Nos amis nous racontent quoi? Qu'ils sont incapables de développer leur talent, de se réaliser dans leur entreprise. Cette situation représente une véritable urgence et aucun dirigeant ne peut se payer le luxe d'attendre ou même simplement de fermer les yeux. On le sait parce qu'on a les chiffres. Les jeunes n'ont plus envie d'intégrer les entreprises. Les quadras et les quinquas ne pensent majoritairement qu'à une chose, partir. Alors, cyniquement, certains se diront tant mieux, le salaire d'un trentenaire est quand même plus bas, mais on voit que comme ça, on ne va aller vraiment nulle part. Alors, que faire? Ce n'est pas juste une question de méthode, c'est une question de lunettes. Il faut que nous changions nos croyances. Et oui, c'est radical. Alors, pour faire ce pas décisif, il nous faut nous rassurer, il nous faut comprendre que c'est finalement à la portée de tous, et c'est notre propos. J'en viens à notre sujet. Émilie, tu as parlé des économistes. Et oui, on oublie que les économistes s'intéressent aussi à notre bien-être. Pour une fois, avec les psychologues et les sociologues, ils sont tombés d'accord, et c'est assez rare. Ils ont identifié au moins une cause commune à cette pandémie de mal-être, le manque de sens. Beaucoup de dirigeants l'ont compris, on assiste à un recours massif aux conseils et aussi aux agences de communication pour remettre du sens. C'est essentiel. C'est essentiel, mais cela ne suffit pas. Si cela ne s'intègre pas plus largement à un travail sur la culture. Cette culture doit évoluer, elle doit pivoter pour aider toute l'organisation à créer du sens commun. Sophie va vous expliquer dans un instant comment travailler sur le sens et la culture. Mais si nous avons appelé notre initiative KNS for Business, c'est non seulement parce que l'urgence, elle est là dans notre quotidien professionnel, mais aussi parce que nous sommes convaincus que les entreprises ont un rôle à jouer essentiel et en première ligne. Alors, je pourrais vous parler du fait que les entreprises sont attendues sur ce sujet, mais Sophie, tu vas en parler bien mieux que moi. Alors, je te cède la parole. Merci Hélène, bonjour à toutes et à tous. Alors évidemment, j'espère en parler de façon suffisamment claire et explicite. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci donc Émilie et Hélène pour vos introductions respectives et évidemment pour cette invitation. Alors, je suis particulièrement heureuse aujourd'hui d'être parmi vous au sein de la CCI France-Suisse, à la fois parce que je suis conseillère de la CCI France-Italie, où je vis, mais aussi, comme cela a été dit, donc en tant que cofondatrice avec Hélène Vernier de l'initiative KNS for Business. Et donc, pour moi, aujourd'hui, en fait, c'est la réunion de ces trois pays où KNS for Business est aujourd'hui implanté, donc que sont la France, l'Italie et la Suisse. Alors oui, nous savons, et cela a déjà été dit, donc l'écomarché dans lequel les entreprises évoluent aujourd'hui change de façon rapide, de façon incertaine, de façon complexe, voire brutale, dans un contexte démographique qui est exponentiel, qui est actuellement en plus de pandémie, et où les matières premières sont de plus en plus limitées. Donc pour assurer leur durabilité, les entreprises doivent à la fois s'interroger sur leurs modèles managériaux et organisationnels, qui ne sont plus adaptés en fait aux nouvelles exigences de développement, mais aussi trouver un terrain d'entente avec les nouvelles valeurs et les nouveaux besoins de la société contemporaine. Donc, pour faire justement le lien entre le premier volet et le troisième volet donc de ce cycle, donc entre la dimension managériale et la dimension organisationnelle, je vais vous emmener, j'espère, dans une troisième dimension qui est celle donc de la culture d'entreprise. Donc, je vous propose dans un premier temps de voir pourquoi la transformation culturelle par le sens est particulièrement adaptée au changement de paradigme que nous vivons actuellement. Et dans un deuxième temps, donc, comment créer des conditions favorables pour y parvenir. Alors, pourquoi intégrer en fait cette dimension culturelle à la démarche de transformation?
Alors évidemment, aucune entreprise n'existe sans les femmes et sans les hommes qui composent l'organisation, puisque ce sont elles et eux qui, ensemble, contribuent à l'activité, donc à la création de valeur. On ne peut donc pas faire de démarche de transformation sans eux, c'est un prérequis. Mais ce sont également ces mêmes femmes et ces mêmes hommes qui constituent de façon à la fois endogène, continue et je dirais même indissociable l'identité de l'entreprise. Donc, j'intégrerai de ce fait systématiquement dans le cadre de mes propos une dimension à la fois individuelle et une dimension collective. Alors, la culture d'entreprise, de quoi s'agit-il? Alors, tout le monde connaît cette représentation de l'iceberg, mais je voudrais y revenir un petit peu. La culture d'entreprise, c'est l'expression de l'identité de l'entreprise. Et cette identité, comme pour nous les êtres humains, elle s'exprime de deux façons. D'une façon extérieure pour nous, les êtres humains, et donc visible et donc explicite également pour les organisations. Il s'agit par exemple de composantes telles que les structures de pouvoir, dont notamment le management, les pratiques de management, les styles de leadership ou les systèmes d'organisation. Il s'agit des processus, il s'agit des routines. Mais il s'agit également, par exemple, des rites et des cérémonies qui ont plus d'importance que ce que là ne semble. Je pense par exemple à un départ à la retraite ou à la reconnaissance d'une fin de formation qui permet notamment aux collaborateurs en fait, de trouver sa place dans l'organisation. Puis, il y a aussi les symboles qui sont extrêmement visibles, rien de plus visible qu'un logo ou qu'un siège social d'entreprise. On pourrait parler également, par exemple, des langues d'usage ou des styles vestimentaires de l'entreprise. Et puis, cette culture d'entreprise, elle est également composée d'éléments qui sont invisibles et donc qui sont implicites. Et c'est là que les choses deviennent un petit peu plus compliquées, plus difficiles, plus subtiles à comprendre. Il s'agit évidemment des valeurs. Donc, tout le monde a entendu parler des valeurs et tout le monde a ses propres valeurs, donc qui sont ses préférences collectives, en tout cas au moins dans le cadre de l'organisation. Des croyances. Donc, les croyances sont des idées arrêtées, en fait, qui fonctionnent... des idées qui sont arrêtées sur le fonctionnement de l'entreprise, telles que des mythes ou les légendes. Alors tout le monde évidemment pense à Steve Jobs dans son garage ou actuellement les héros du quotidien. Pensons notamment effectivement à toute la population sanitaire qui contribue à la lutte contre le Covid, ou à un fondateur charismatique comme Adriano Olivetti. Et puis enfin, pour finir, donc les choses, je dirais, dans la partie vraiment invisible de l'invisible, les tabous qui sont, qui renvoient aux peurs de l'entreprise, comme par exemple un échec de lancement de produits. Alors de là, on peut faire déjà deux observations. La première, c'est que la partie managériale et organisationnelle n'est qu'une partie du DNA de l'entreprise, et donc pour réussir une transformation, il faut tenir compte aussi des éléments, de l'ensemble des éléments visibles, mais aussi des éléments invisibles. L'autre observation, c'est que pour que le monde, je dirais, du dessus puisse s'exprimer clairement à l'extérieur, donc sur le marché notamment, il faut qu'il y ait un alignement avec le monde du dessous. Et donc, plus le monde du dessous et le monde du dessus seront alignés, plus forte, évidemment, sera la culture d'entreprise, parce que chacun pourra recevoir un message clair qui lui permettra de comprendre si, effectivement, il est aligné ou non avec les propres valeurs de l'entreprise. Donc, en conclusion de cette, je dirais, première introduction un petit peu massive, pour le coup, avec l'image d'un iceberg, que je ne voudrais pas qu'elle soit trop froide pour le coup, la culture d'entreprise permet individuellement une intégration interne et collectivement, donc une adaptation à l'environnement externe. Donc, à ce titre, c'est un levier extrêmement puissant pour le dirigeant. Évidemment, encore faut-il que les dirigeants en aient conscience. Donc, j'ai été un petit peu long, comme je le disais, sur cette première partie, mais vous aurez compris que la culture d'entreprise est le socle de toute transformation et que les composants de cette culture d'entreprise peuvent constituer un facteur de succès ou au contraire un frein.
Alors, il existe évidemment de nombreuses modélisations de culture d'entreprise. Celle que je vous propose justement reprend en abscisse l'idée d'intégration, donc de l'indépendance à l'interdépendance, et en ordonnée cette capacité donc d'adaptation au changement. Donc là, la modélisation que vous voyez est issue en fait de travaux de recherche réalisés sur 230 entreprises partout dans le monde. Donc ça, c'est important aussi de le signaler parce qu'en fait, il y a aussi une dimension interculturelle dont Laurent nous parlera tout à l'heure. Et cette modélisation a permis d'identifier donc 8 styles de culture d'entreprise. Donc, dans le cadran supérieur droit, vous voyez qu'effectivement, la bienveillance, qui reprend donc le thème de notre webinaire, et sur la ligne plus proche de l'abscisse, qui est un style de culture par la bienveillance. Et le style de culture qui s'adapte le plus au changement est bien le style par la finalité, qu'on peut également appeler un style par le sens. Donc, c'est évidemment sur ce style que je vais approfondir mes propos. Donc, la culture par la finalité, donc par le sens, répond finalement à une double prise de conscience. Alors, comme je disais, une prise de conscience à la fois individuelle, donc où se pose la question du sens au travail, donc le travail comme aliénation ou intégration, et au niveau collectif se pose la question évidemment de la responsabilité des entreprises, aussi bien à la fois donc sur un plan sociétal que sur un plan environnemental, et c'est la fameuse RSE. Alors, on a parlé déjà en introduction de ce fameux désengagement et les chiffres sont assez effarants puisqu'en 2019 est sortie une étude de Deloitte. Donc, 2019, je rappelle qu'on est avant la pandémie, où déjà, et c'est énorme, 85% des employés dans le monde ne sont pas engagés ou sont activement désengagés de leur travail. Donc, ce ne sont pas nos amis, mais comme le disait Hélène, les amis de nos amis. Malheureusement, donc les gens travaillent davantage et les problèmes de stress, toujours d'après cette étude, et les problèmes économiques et psychologiques sont à leur apogée. Alors, un chiffre aussi important a forcément un coût sur le fonctionnement de l'entreprise. Et la même année, l'indice pour le bien-être au travail, donc l'IBET, a évalué en France à 14 580 € par salarié, donc un indicateur qui en plus est en hausse par rapport à l'année précédente, le coût par salarié. Donc je vous laisse faire le calcul pour vos propres organisations. Alors, quand on parle de désengagement, de quoi est-ce que l'on parle? Le désengagement, c'est le fait de se libérer d'un engagement. Donc, effectivement, vous me direz, c'est assez simple à comprendre. Cependant, il faut revenir sur ce qui engage justement à l'origine, en tout cas dans notre conception actuelle, ou d'un passé récent, je dirais, l'employé à son employeur. Le contrat traditionnel vaut pour montant de travail contre rémunération. Et aujourd'hui, en fait, on est en train d'assister à une explosion de ce principe de base du contrat de travail, où effectivement, les salariés ne regardent plus la rémunération comme premier critère avant de rentrer dans une entreprise, mais regardent avant tout les avantages. On estime à 80% des salariés interrogés qui regardent en premier lieu les avantages. Alors, quels sont ces avantages? Indeed.com a réalisé en 2019 une étude et les deux premiers avantages en fait qui semblent être étudiés sont ceux d'une part du sens à l'appartenance et d'autre part de la flexibilité du travail. Donc, on voit bien effectivement qu'on ne peut plus penser comme des individus, mais comme des personnes, donc des chercheurs de sens. Et ce n'est pas pour rien, comme le mentionnait Hélène tout à l'heure, qu'il existe cette nouvelle branche de l'économie qui s'appelle l'économie du bonheur, qui met en relation la création de richesses avec le bien-être collectif. Alors, cette définition du job à la con, hein, voilà, je suis désolée de la terminologie, mais de ces emplois sans sens, ne permettent même plus de justifier en fait la rémunération,
C'est un concept qui a été développé par un anthropologue qui s'appelle David Graeber dans son ouvrage Bullshit Jobs et qui malheureusement est décédé récemment. Et dans cet ouvrage, voilà, il explique effectivement que même les petits boulots, ce qu'on appelle les petits boulots, ne justifient plus suffisamment de sens pour être justifiés d'un point de vue économique. Alors, nous avons vu sur un plan individuel, sur un plan collectif. Alors, on pourrait ouvrir un très long chapitre, évidemment, sur la RSE. Ce n'est pas le cas ici. Je voulais juste vous montrer un petit peu le développement exponentiel de la population à 2100. On a évidemment un rendez-vous à 2030, donc il ne nous reste plus que 9 années pour atteindre un certain nombre d'objectifs. En tout cas, force est de constater qu'il est urgent de produire donc de façon durable dans un monde qu'on appelle en finitude, tout ayant un impact à la fois et sur la société et sur l'environnement. Et puis qu'il est temps aussi finalement de concilier le monde de l'entreprise avec la société civile qui ont longtemps été opposées. Donc cela en fait implique que la raison d'être, donc le sens, la finalité de l'entreprise dont nous allons parler, ne peut plus se limiter à la seule création de profit, et que les entreprises évidemment doivent se tourner de plus en plus vers l'humain. Donc on voit de voir effectivement qu'on change de paradigme et que l'économie est une production finalement collective et générative où nous sommes dans une logique d'un grandir ensemble en poursuivant des objectifs partagés et des objectifs communs. Et c'est pour cela donc que les entreprises doivent se réinventer. Elles doivent se réinventer donc d'un point de vue stratégique, puisqu'on est passé des 5 forces de porteur à la fin justement de cette planification stratégique avec Minsberg déjà en 2004, mais elles doivent se réorganiser également d'un point de vue organisationnel, et ça ce sera le thème donc du webinaire me semble-t-il, le 29 avril avec Marc Matisse, puisqu'on est passé d'organisation de forme verticale ou bureaucratique à des formes plus agiles comme les Teal Organization qui sont racontées dans cet ouvrage de Frédéric Laloux, ou des entreprises dites sociocratiques ou de gouvernance dynamique. Voilà. Alors, nous allons voir un petit peu donc comment et pourquoi surtout la transformation par le sens semble être adaptée donc au changement de paradigme que nous vivons. Et avant de voir comment on peut créer les conditions favorables justement à une telle transformation, je vous propose une petite expérience. Alors j'ai repris cette phrase en fait d'Alice au pays des merveilles qui se demande en fait finalement si le monde n'a pas de sens, si ce n'est pas à nous de l'inventer. Et en fait, en relisant cette phrase, je voudrais juste rappeler que finalement les organisations, c'est vous, c'est nous. Et c'est ensemble qu'on peut changer les choses, qu'on peut changer de mindset et de culture. Voilà. Alors, je vais vous lire une petite une définition du sens parmi d'autres et vous livrer à cette expérience si vous y êtes d'accord. Alors, le sens peut se définir comme une direction vers laquelle toutes les énergies doivent s'orienter. C'est une notion vivante et dynamique qui est génératrice d'émotions. Voilà. Alors, la question que je vous pose, c'est la suivante. Selon vous, qu'est-ce qui vous motive vos collaborateurs le matin à se lever pour venir travailler? Voilà, donc je vous laisse 2 minutes. Je laisse évidemment la régie gérer le chronomètre. Merci.
Les 2 minutes sont presque écoulées, mais je vois que vous avez été nombreux à réagir dans le chat. Alors, j'en profite pour lire quelques réponses qui peuvent être inspirantes peut-être pour les autres. On a eu la dynamique de groupe avec ses collègues, mais on a aussi eu les besoins alimentaires, le salaire, la reconnaissance de la direction, la motivation, l'amour de son travail et la réalisation, le besoin d'échange et l'épanouissement. En tout cas, merci à tous pour le partage. Je crois qu'on peut mettre fin à l'exercice, Sophie. Merci. Alors, effectivement, je vois que ce petit temps d'introspection a été profitable et j'espère en tout cas ce n'est que le début d'un long processus de réflexion et surtout de transformation. Alors, quels sont les ingrédients de la transformation par le sens? Ils sont au nombre de 3, donc l'ancrage, le leadership et l'intelligence collective. Alors, l'ancrage, qu'est-ce que c'est et surtout à quoi est-ce qu'il sert? L'ancrage sert à orienter, c'est comme une boussole. À la fois en interne, c'est le driver interne, mais c'est aussi un driver externe, sur la base de cette image de l'iceberg que nous avons vu précédemment. Alors, Simon Sinek l'appelle le Golden Circle, donc qui est composé du why. Le why, c'est la raison d'être, en fait, c'est le but, c'est le sens, justement, c'est le purpose, vous l'appelez comme vous le voulez, mais c'est au final ce qui guide l'organisation, c'est pourquoi cette organisation existe et pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Donc, ce qui lui donne finalement sa particularité et sa véritable unicité, je dirais, plutôt que son DNA. Le O, c'est la mission de l'entreprise, c'est-à-dire la manière dont elle va, les moyens qu'elle va mettre en place, justement, pour accomplir sa raison d'être et accomplir son but. Donc, ça lui permet en fait de focaliser. Hein, donc, on a le socle, ensuite, on focalise sur ce qui compte. Et puis, le what. Le what, c'est la vision, c'est-à-dire où l'entreprise, donc là, c'est la projection, où l'entreprise souhaite être ou souhaite aller, particulièrement en termes de résultats et en termes d'impact. On parle beaucoup d'impact aujourd'hui. Et effectivement, c'est important d'avoir cette idée d'impact parce que c'est avec les résultats qui sont issus des actes et pas seulement des mots qu'une entreprise peut agir réellement sur un plan sociétal et environnemental, encore une fois. Alors, à ce sujet, on voit émerger de nouvelles formes légales qui intègrent justement dans leur statut leur raison d'être. On a vu en France émerger les entreprises à mission. Il existe aussi des labels comme les entreprises Bicorp qui sont aujourd'hui à peu près 600 en Europe. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples d'entreprises avec notamment, par exemple, le purpose de Habibi, ou aussi des entreprises comme Decathlon, Danone et la Maïf qui sont des entreprises à mission. Alors évidemment, Danone a fait couler de l'encre ces derniers temps puisque son directeur général Emmanuel Faber a été évincé alors que justement, l'entreprise venait d'être passée en société à mission sur une approbation largement majoritaire d'ailleurs de son actionnariat. Donc on voit bien aussi un petit peu la limite de l'exercice et surtout plus que la limite de l'exercice, la difficulté d'acceptation et de cette réalité de confrontation entre la création de valeur et l'impact sociétal et environnemental. Alors, le deuxième ingrédient, c'est le leadership qui doit être inspirant. Alors, on est encore aujourd'hui dans des logiques top-down avec toute l'attention que cela porte évidemment sur les membres de la direction, sur le top management et en particulier en matière d'exemplarité et à plus forte raison, j'ai envie de dire, dans un contexte de transformation. Alors, l'exemple, il peut être bon comme il peut être mauvais. C'est pas une question de bon point ou de punition, mais c'est vraiment une question d'entraînement, d'avoir une capacité à entraîner les équipes. Et la bonne nouvelle, si j'ai envie de dire, c'est que finalement, en fait, être leader, ce n'est pas, on l'entend de plus en plus dire, notamment à travers justement cette émergence, cette reconnaissance finalement des soft skills, c'est-à-dire notre capacité à être, pas seulement à savoir et à savoir faire particulièrement. Mais être leader, c'est une attitude et c'est notamment avoir une conscience de soi-même, mais pas en termes d'orgueil, parce que justement, il faut avoir un ego un peu à sa place, une grande humilité, je dirais, mais avoir une conscience des autres suffisamment élevée pour avoir envie de les accompagner, d'avoir envie de les élever. Et puis, il faut un cadre qui soit un cadre général, qui soit évidemment propice à l'expression de ce potentiel humain.
Il existe des modèles là aussi, comme le modèle des entreprises libérées. Le troisième ingrédient, c'est l'ingrédient de l'intelligence collective, qui n'est pas des moindres, qui permet justement d'activer ces potentiels, qui permet à la fois, qui est très utilisé dans le domaine de l'innovation, mais qui permet également de construire du sens ensemble. Parce que, en fait, l'intelligence collective permet de confronter les idées, et chaque fois que les idées sont confrontées, on resserre justement cette vague, cette idée de sens, et on lui donne de la puissance. C'est pour ça, en fait, que dans le cadre d'une transformation, quand on travaille sur la culture d'entreprise, il est vraiment important en interne que ce travail soit fait de façon participative. L'intelligence collective, qui peut être aussi appelée co-création, enfin qui peut avoir différents mots, requiert évidemment des compétences spécifiques et des compétences en termes de communication, de pensée critique, de créativité, de coopération aussi. Mais il faut aussi également un cadre et des méthodes, notamment par exemple des méthodes de facilitation. Mais pour que tout cela soit possible, il faut un environnement général, donc comme je le disais précédemment, qui soit propice. Alors, Émilie parlait en introduction de ces fameux besoins primaires. Donc, tout le monde connaît, je pense, cette fameuse pyramide de Maslow, qui rappelle en fait les besoins des individus, qui sont des besoins physiologiques, un besoin de sécurité, un besoin d'appartenance, un besoin d'estime de soi, un besoin de réalisation ou d'aspiration et justement de sens, et où les niveaux en fait des besoins d'individus se fait par consolidation en fait du niveau précédent. Alors aujourd'hui, les besoins n'ont pas changé puisqu'en fait on retrouve ces besoins, sauf que le modèle a explosé puisqu'un même individu peut connaître, peut vivre des besoins, plusieurs besoins en même temps, et dès lors qu'il n'y a plus et qu'il y a de limites, en tout cas de moins en moins de limites entre la vie professionnelle et la vie personnelle notamment, ces besoins s'expriment puisqu'évidemment chacun arrive dans l'organisation avec son bagage. Et c'est pour ça en fait que l'entreprise a un rôle fondamental à jouer, qui est celui d'apporter, de constituer un environnement sécurisé. Donc je vais vous donner quelques exemples, comme vous pouvez le voir là à l'écran, c'est un extrait en fait du livre de Corinne Samana. Et cet environnement sécurisé va permettre justement de répondre en partie, en tout cas de créer au moins un terrain favorable à ces besoins individuels. Donc il est évident que si on ne permet pas, par exemple, à un collaborateur d'essayer de se tromper, le collaborateur ne pourra jamais rentrer dans une démarche d'intelligence collective parce qu'il ne tentera pas. Il faut lui laisser aussi évidemment de l'autonomie pour qu'il puisse prendre ses responsabilités. Il faut être capable de faire des feedbacks, par exemple, mais des feedbacks qui soient positifs, constructifs, qui ne soient pas un feedback juste qui se limite au contrôle. Et puis, il faut aussi, on entend de plus en plus parler, de trouver aussi une façon de préserver ce fameux équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Alors, pour créer cet environnement sécurisé, il y a deux métavaleurs. La première dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est la métavaleur de la confiance. Alors, la confiance, elle a un aspect très intéressant sur un plan anthropologique, puisqu'en fait, la confiance est autogénératrice. C'est-à-dire que plus on donne confiance, plus on crée de la confiance. Et à l'inverse, en fait, la méfiance est contagieuse. Donc là, on joue sur un tableau assez délicat, mais une fois qu'on suit la vague de la confiance, en fait, on peut déployer aussi une histoire en commun. Et c'est là aussi où justement, il est important dans le cadre d'une transformation culturelle par le sens de jouer la carte, dans le cadre d'une transformation culturelle par le sens, vous m'aurez compris, de jouer la carte de la confiance. Alors là, je voudrais vous sensibiliser sur l'importance du cheminement de la confiance en soi vers la confiance des institutions, qui passe évidemment, une personne qui aura confiance en soi pour avoir une confiance
envers les autres et donc envers l'organisation. Et une personne qui a en confiance en l'organisation pourra évidemment déployer d'autant plus son potentiel. Alors, on sait bien que, évidemment, l'éducation rentre dans la confiance en soi, mais un cadre favorable, un environnement sécurisé aide également cette confiance en soi. Alors, il existe différents paramètres aussi pour renforcer la confiance, tels que la proximité, le fait de pouvoir accéder en fait à des niveaux hiérarchiques sans entrave, le fait de valoriser les collaborateurs, de reconnaître effectivement une contribution d'une façon positive en citant cette manifestation, cette action, ou en intégrant cette personne à un cycle de formation. Enfin, voilà, les outils sont assez nombreux, mais je laisserai parler les hommes d'entreprise que sont Laurent et Alain par la suite. Et l'autre donc métavaleur, c'est la métavaleur donc de la bienveillance. La bienveillance, alors c'est vrai qu'on a entendu pas mal parler. En dépit de son image un peu bisounours, le management bienveillant permet bel et bien en fait d'améliorer la performance de l'entreprise. Il y a des études qui le montrent là aussi, une baisse de l'absentéisme, l'accroissement de productivité. On parle de 12% d'accroissement de la productivité dans les entreprises qui jouent le management de la bienveillance. Alors, la bienveillance, c'est quoi? C'est le fait d'avoir une attitude positive envers l'autre. Donc, notre initiative qui a été mentionnée, qui s'appelle donc Kindness for Business, a identifié 40 valeurs autour de cette bienveillance, dont évidemment la question du respect et de l'écoute. Donc, pour en savoir plus sur la bienveillance, j'ai envie de vous dire, écoutez, suivez-nous. Alors, en conclusion, parce que le temps passe, on se rend compte que la transformation devient une constante, que cette culture d'entreprise, traditionnellement, elle est portée plutôt par les communicants ou par les ressources humaines, et que petit à petit, en fait, on voit arriver dans les entreprises une nouvelle figure qui est celle du CSR manager, qui peut contribuer justement à donner du sens par un engagement sociétal ou environnemental de l'organisation. Que par ailleurs, évidemment, cette transformation doit être incarnée par les directions et par les managers, mais que ces directions et ces managers doivent être plus relationnels que rationnels, et que finalement, le sens est une valeur cardinale qui renvoie à la fois au passé avec un certain retour aux sources, et puis surtout à de nouvelles aspirations pour le futur. Voilà. Alors, je vous remercie infiniment. J'espère ne pas avoir été trop longue. Je reste évidemment disponible pour les questions qui restent à suivre pendant et après le webinaire. Merci beaucoup, chère Sophie. Alors, non, tu n'as pas été trop longue. On va s'intéresser maintenant au débat et à voir un petit peu ce qu'en pensent nos deux témoins. J'invite le public à nous écrire les questions dans la chat box. Et puis, si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, on vous fera bien évidemment suivre quelque chose par écrit lors du compte-rendu du webinaire. Donc, n'hésitez pas, même si on ne les prend pas toutes, à les mettre dans la fonction Q&R. Alors, ouvrons le débat maintenant. Voyons un peu ce que peuvent nous dire Alain, Laurent et Sophie. Pardon, Vincent, c'était la semaine dernière. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on parle du désengagement des salariés et du recrutement des nouvelles générations. Sophie, comment toi tu expliques le désengagement des salariés en quelques mots, s'il te plaît? Alors, puisque là, je dirais que je vais plutôt regarder les choses. Alors, j'ai commencé à en parler effectivement sur ce rapport à la rémunération. J'en profite, c'est pas 85%. L'étude porte sur 80% du désengagement. Hein. Et l'avantage, je profite pour, voilà, effectivement, par écrit, on répondra de façon plus précise. Alors, je pense que le désengagement est lié à un facteur historique, en fait. Question de paradigme, là aussi. C'est que on a créé les entreprises et la société, en fait, la société sur des logiques de prédation. Hein, l'homme est un loup pour l'homme. Et puis, des logiques, de compétition à l'intérieur des entreprises qui ont exclu aussi des personnes de l'organisation. Et il y a des études là aussi qui montrent que quand une personne est exclue, en fait, elle n'a plus de projection vers l'avenir, et ça crée aussi un désengagement, enlève du lien et du sens à ce qu'elle fait. Donc ça, c'est pour porter une vision, dans le rétroviseur. Et il faut reconnaître aussi que nos valeurs, nos propres sociétés occidentales, en fait, ont des valeurs qui vont justement de plus en plus vers l'autonomie et vers l'épanouissement de soi. Je me tourne maintenant vers Alain. Alain, lors du premier webinaire, nous avions parlé de la performance des salariés.
Dans ton expérience, est-ce que tu pourrais nous illustrer aussi bien le coût du désengagement, mais aussi nous donner des exemples précis de performances qui résultent d'un travail sur le sens pour des équipes, s'il te plaît? Oui, alors, en fait, nous, on part vraiment d'un point bas quand on commence notre histoire. Et c'est d'ailleurs ça qui nous pousse aussi à faire un changement aussi radical que de transformer notre mindset et toute notre culture. En 2016 et 2017, on connaît une crise sociale très forte qui est notamment mise en évidence par le départ de la totalité, je dis bien la totalité, de nos conducteurs de train en 18 mois. Et graduellement, on voit augmenter chaque année notre taux d'absentéisme. Et on perd, alors je parlais de mémoire, mais je crois qu'on perd en moyenne 3 jours par personne et par an, ce qui est cumulé sur plusieurs années, commence à devenir quand même très significatif. En 2019, on observe que ces deux courbes s'inversent. Et je vais l'illustrer par des chiffres, mais on observe qu'elles s'inversent parce que on a fait depuis mi-2017 et tout 2018 un très gros travail sur notre culture. On a revu pas mal de nos pratiques. Et tout ça commence à prendre une espèce de cohérence très visible à la fois à l'interne, mais aussi à l'externe. Donc en 2019, on réduit en un an notre absentéisme de 30%. Et par ailleurs, on a notre taux de turnover qui baisse pour s'établir ensuite durablement en dessous des 10%, c'est-à-dire que de temps en temps, on a quelqu'un qui part. Surtout, on a deux effets positifs qui sont plus qualitatifs. C'est que d'une part, l'absentéisme qui était très concentré sur les week-ends et sur les vacances scolaires eh bien, est beaucoup plus lissé. Donc, les collègues sont clairement plus engagés puisque voilà, ils arbitrent différemment entre leur vie privée et leur vie professionnelle, clairement. Et puis, l'autre aspect, c'est que non seulement on n'a plus aucun problème de recrutement, mais que, comme le disait un célèbre slogan, les gens ne viennent plus chez nous par hasard, ils viennent chez nous pour trouver cette culture qu'on a réussi à manifester au travers de nos ambassadeurs, au travers de LinkedIn et de tout un tas d'autres choses qu'on a réussi à manifester à l'extérieur. Je me tourne maintenant vers Laurent. Laurent, est-ce que de votre côté, vous avez connu des cas de désengagement et comment vous y avez fait face? Bonjour à tous et bonjour à toutes tout d'abord. Merci Émilie de m'avoir invité à témoigner côté terrain de cette expérience-là. Je vous mentirais si je vous disais que non, je ne connais pas de cas de désengagement dans l'entreprise. L'important, c'est pas d'en avoir, l'important, c'est de trouver les outils pour les identifier, les analyser et puis bien sûr, si possible, mettre en place les plans d'action pour remobiliser les collaboratrices et les collaborateurs. Alors, il y a un outil d'alerte qui est un peu grossier, j'ai envie de dire, mais qui est assez parlant. L'outil d'alerte, c'est le taux de rotation, votre turnover. C'est-à-dire que lorsque les collaborateurs quittent l'entreprise, vous avez déjà un gros signal d'alerte sur le fait qu'il y a un petit problème d'attractivité, soit dans le job, soit dans ce que l'entreprise offre, en tout cas aux collaborateurs. Fort heureusement, dans les grands groupes, et j'imagine aussi dans un certain nombre de plus petites entreprises, il y a d'autres outils pour identifier les problématiques de désengagement. Nous, on en utilise un parmi d'autres au sein du groupe Renault, qui est une enquête annuelle que l'on conduit sur l'ensemble du périmètre de l'entreprise. Donc, on parle de plus de 120 000 employés qui sont interrogés sur un certain nombre de questions et on mesure notamment deux indicateurs de tête qui sont l'engagement, qu'on va qualifier comme étant le pourcentage de salariés engagés vis-à-vis de l'entreprise et désireux de fournir un effort discrétionnaire dans leur travail. La définition est un peu longue, mais je pense qu'elle est assez explicite. C'est que ceux qui sont engagés, ce n'est pas simplement ceux qui font leur taf, c'est ceux qui font de façon volontaire plus que ce qu'on leur demande quelque part. Donc on mesure ce critère-là. On en mesure un deuxième qui s'appelle l'enablement, un joli mot anglais. Alors pour le traduire en français, c'est compliqué. La mise en condition de réussite, comme on dit, c'est-à-dire le pourcentage de salariés qui considèrent avoir un rôle dans l'entreprise qui correspond bien à leurs attentes et qui bénéficient des conditions de travail qui les aident à réussir à la hauteur de leur potentiel.
Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail parce qu'évidemment, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui de le mentionner, mais c'est vraiment un outil avec les avantages et les inconvénients de ce type d'enquête qui nous permet de cibler très précisément où sont les causes de désengagement via le panel de questions qui sont posées aux collaborateurs, on peut cibler des problématiques liées à la confiance dans le management, à l'éthique et à la compliance. Y a-t-il un problème dans les structures et les process? Y a-t-il un problème de respect, de reconnaissance du collaborateur? Est-ce que le collaborateur n'a pas d'opportunité pour se développer? Ou est-ce qu'il se sent déresponsabilisé? Donc, toutes ces problématiques, on arrive à les analyser. Et puis, bien sûr, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Pour attaquer ces sujets-là, ces chantiers-là, on met généralement en place des groupes de travail transverses, par direction, par métier, animé par un manager ou par un collaborateur, et on va travailler très précisément telle ou telle question pour faire en sorte que dans un processus de transformation, l'enquête suivante démontre des résultats meilleurs. Je reviens juste, Sophie, sur les chiffres que vous avez mentionnés. Nous, on tourne sur des enquêtes internes, certes anonymes, mais qui restent des enquêtes internes, conduites par des cabinets extérieurs. Donc, il y a quand même une véritable volonté d'anonymisation. On tourne quand même sur un taux d'engagement et d'enablement de 80%. Donc, on n'est pas… voilà, alors, soit les gens ne répondent pas honnêtement, mais on ne vit pas ce phénomène de désengagement aussi fortement que vous l'avez précisé dans l'étude de Deloitte. Voilà. Une étude qui a été réalisée à l'international. Voilà. Alors, moi, j'aimerais parler un petit peu du recrutement aussi, et en particulier du recrutement des jeunes générations. Laurent, vous êtes évidemment un recruteur, un DRH. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, le sens ou la mission d'une entreprise, c'est devenu une priorité pour les jeunes générations dans leur choix professionnel? Alors, priorité, moi, on ne va pas renverser le paradigme en un jour. Donc, je vais rester quand même mesuré dans mes propos sur le sujet. Je vais vous dire oui, le sens et la mission font évidemment partie aujourd'hui, plus qu'avant, des critères de sélection des jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail. Mais on ne va pas se mentir non plus. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en tout cas dans mon industrie, ce soit devenu le facteur déclenchant et décisif. Il y a plein d'autres éléments dans le processus décisionnel d'un candidat. Ça en fait partie. Je ne le mettrai pas en haut de la liste. Voilà. Après, en Suisse, vous connaissez le marché extrêmement dynamique. Les candidats ont souvent le choix entre plusieurs offres. On n'est pas sur des marchés avec des taux de chômage qui forcent parfois les candidats à accepter ce qu'on leur propose. Ici, le candidat, il a le choix. Et donc, on ne postule plus seulement en fonction de l'intérêt du poste et de la rémunération ou des autres bénéfices, mais c'est vrai que cette notion-là peut avoir un caractère déclenchant. Ça peut jouer en la faveur de l'entreprise pour avoir le meilleur candidat. Exactement. Le fameux employer branding, comment est-ce que l'entreprise se positionne dans son environnement sociétal, son programme de corporate social responsibility, l'empreinte qu'elle souhaite laisser dans son environnement, toutes ces valeurs-là, en effet, quand on a le choix, peut être décisif. D'accord. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle des méthodes concrètes que vous employez dans vos entreprises pour travailler sur le sens. Alain, Sophie, elle a parlé tout à l'heure de l'importance de co-créer le sens, la culture. Dans le projet que vous avez mené, est-ce que vous avez fait ça, de la co-création, et comment vous avez fait? Oui, alors évidemment, on a fait de la co-création. On l'a fait parce que c'est efficace pour créer de l'engagement, mais pas seulement. On l'a fait aussi parce que cette logique d'intelligence collective, elle est vraiment au centre de la culture qu'on essayait de mettre en place. Je vous l'ai dit, on a vraiment commencé à faire bouger les lignes à partir de mi-2017. Et donc, j'ai organisé un séminaire d'entreprise où pour la première fois, l'idée, c'est d'avoir tous les salariés de l'entreprise, ce qui est un challenge parce que l'objectif, c'est quand même de faire circuler les trains. Donc, organisationnellement, c'est pas simple. Pour cette raison-là, on avait aussi une plateforme digitale qui permettait à nos collègues de travailler à distance. Alors, on voulait vraiment que tout le monde participe. Et au cours de ce séminaire de 2 jours, on a élaboré ensemble la vision et les valeurs. La vision, je vais la résumer. C'est faire un train surprise pour apporter à nos clients des expériences uniques
Et pour ça, on avait conscience d'avoir besoin d'un modèle social, organisationnel et culturel qui soit capable de rendre fiers et excellents les hommes et les femmes de l'entreprise. Et c'est vraiment cette vision qui a ensuite complètement drivé toutes les actions qu'on a pu mettre en place. À aucun moment, le travail, le comité de direction n'a repris la main. La seule chose qui a été faite par Jérôme, le directeur général, c'était de raconter une histoire inspirante lors de la première matinée. Et d'une certaine manière, en fait, la plateforme digitale qu'on avait était aussi la garantie de cette totale transparence dans le dispositif d'élaboration de cette vision. Donc oui, une vision totalement co-créée. Et lors du premier webinaire, tu nous avais expliqué que votre culture était basée sur la parité, donc sur la confiance, et que tu expliquais que ce n'était pas forcément une évidence qui était partagée. Comment est-ce que vous y êtes pris finalement pour les faire vivre, pour les incarner? Alors, j'aimerais développer un peu comment on a mis en place cette vision et puis revenir sur ce que Sophie disait tout à l'heure aussi sur le droit à l'erreur. Donc, je vais répondre sur la question de la parité et de la confiance d'un deuxième temps et je vous raconterai une anecdote. On a commencé en fait en travaillant en mode projet. On n'a pas voulu tout de suite modifier l'organisation, pas modifier le quotidien. Avec Jérôme, on avait estimé que ce serait trop radical. Donc, on a travaillé par petites touches en espérant que cette culture basée sur des pratiques orientées sur l'empowerment, la prise d'initiative, allait se diffuser naturellement ou qu'en tout cas, on allait préparer l'entreprise. On a clairement dit à tous les salariés, vous avez le droit de prendre des initiatives et ça, c'est assorti d'un droit à l'erreur. Donc, vous avez le droit de vous tromper. Et pour bien marquer le message, Jérôme a dit, vous avez tous une délégation budgétaire et elle était du cadre, de l'ouvrier au cadre, d'au minimum de 4-0, pour vous donner l'idée de comment on a marqué les choses. Et on a dit, vous avez tous la possibilité, si vous avez une idée, d'en devenir le chef de projet, évidemment avec l'accompagnement qui va bien, mais vous avez la possibilité d'aller jusqu'au bout de votre idée. Et on a un chef de bord qui a géré, le plus gros projet qu'on a géré en budget a été un budget à 4 millions d'euros, pour vous donner une idée. Alors, l'anecdote maintenant. Comment on a fait pour développer de la parité? Alors, on était au départ organisé assez classiquement, un étage de la direction, un étage pour le personnel opérationnel. Côté direction, une machine à café avec ses jolies petites capsules en aluminium gratuites. Et puis, étage des ouvriers, cette très laide machine grise avec un badge pour payer. On n'avait pas d'espace de rencontre commun. Et donc, la première des choses, ça a été de casser ça en disant on va réorganiser nos espaces physiques et faire disparaître la notion de hiérarchie. Donc, il n'y a plus un étage de direction, un étage des opérationnels. Il y a un étage du quotidien, un étage où on travaille et un étage pour faire les réunions et pour la convivialité. Et on a au centre de tout ça un espace de convivialité, une seule cuisine, une seule machine. Donc ça, c'est pour la parité. Pour la confiance, j'ai eu l'idée de proposer de faire une Honesty Kitchen. Donc, on a dit, l'entreprise va acheter les capsules et va les offrir. On va se mettre d'accord tous ensemble sur un prix. On s'est mis d'accord pour 40 centimes et on va fonctionner sur la base de l'honnêteté et de la confiance. On va vérifier si on est capable de se faire confiance les uns les autres. Et donc, pour aller jusqu'au bout de l'expérience, j'avais décidé que la tirelire resterait ouverte. Donc, évidemment, tout le monde m'a dit « t'es complètement fou, ça ne marchera jamais, les gens vont voler les capsules ou ils vont piller la tirelire ». Et ben, dans les faits, quand on a fait des tests de cohérence, on s'est rendu compte qu'on avait 95% du montant attendu qui était bien dans la tirelire. Et à ma connaissance, on a eu une fois un vol d'un billet de 20 euros. Voilà. Mais c'est la seule fois où il y a eu des doutes sur notre capacité à nous faire confiance les uns les autres. Et cette expérience, toute simple, toute bête, ça a été un premier pas qui a peut-être pas marqué consciemment les esprits, mais qui a été très, très fort pour construire la confiance. Et d'ailleurs, en racontant ça, je me dis qu'il faut absolument que j'en fasse un business case pour publier sur notre site Kindness for Business. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Oui, merci beaucoup. Merci, Alain. Je voudrais revenir à Laurent.
Chez Renault, Laurent, vous nous avez raconté que vous aviez mis en place un Renault Way. Ce sont les grands principes de collaboration en entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, nous expliquer comment ça fonctionne, quelles sont vos valeurs et quelle serait peut-être la prochaine étape après ce Renault Way? Alors oui, en effet, le Renault Way, c'est pour ne pas le dire le socle de la culture d'entreprise. On ne parle pas de culture d'entreprise, on parle de Renault Way. C'est donc la façon de faire de Renault en matière de collaboration, d'échange, d'évaluation de la performance. Bref, on essaie de donner, on est bien dans le sujet, un sens commun dans la façon dont on travaille au sein de l'entreprise. Et donc, on a renouvelé en 2018 les 5 principes socles qui doivent animer le management, les collaborateurs, de l'usine jusqu'au siège, en passant par les filiales commerciales. Et je pense que c'est important dans un groupe, quelle que soit sa taille, que nous soyons guidés par des valeurs communes. Alors, j'en ai retrouvé pas mal, et ça me fait plaisir, dans la présentation de Sophie, donc je suis quand même relativement rassuré. Après, la question, c'est de savoir est-ce qu'on arrive à les mettre en pratique au quotidien. On n'a pas beaucoup de temps, mais je vais quand même voilà, vous en citer 2. Parce qu'elles reprennent un peu les notions que vous avez évoquées, Sophie. Un de nos principes dans l'entreprise, c'est que nous parlons vrai. Nous parlons vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'exprime ouvertement, sur la base de faits et de données concrètes. Pour bâtir la confiance, nous écoutons les feedbacks et les avis. Nos managers créent les conditions d'une écoute respectueuse et bienveillante. Ils animent des échanges créatifs. Et donc là, on retrouve toutes les notions évoquées de bienveillance, d'écoute et de respect. Je vais en prendre un deuxième, c'est l'idée, nous décidons et nous contribuons. Nous sommes tous responsables de la performance, nous contribuons à la croissance durable et profitable. Et ce que je trouve aussi intéressant, les managers soutiennent les décideurs au bon niveau, ils délèguent en accordant aux équipes l'autonomie nécessaire. Et là, on va retrouver toutes les notions de empowerment, d'autonomie, d'intelligence collective, de responsabilisation qui finalement donnent du sens au travail que fait le collaborateur. Alors, on n'a pas le temps de tous les évoquer. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des principes qui irriguent le management de l'entreprise, qui ont été déployés, qui ont fait l'objet de formations, d'ateliers, de séminaires. Ça, c'est la première chose. Le plus important, c'est que ça ne reste pas simplement des claims sur le papier. Il faut que ces valeurs-là, elles soient vécues du haut de l'entreprise jusqu'en bas ou du bas vers le haut. Et quelque part derrière, il y a la notion de leadership et de management, puisque ces principes ne peuvent être qu'incarnés si en effet ils sont soutenus à tous les niveaux de l'entreprise. Donc attention à ne pas avoir des claims qui finalement au quotidien ne sont pas vécus par les collaborateurs. Par les collaborateurs et par les dirigeants. Ça fait le lien avec le webinaire de la semaine dernière où on disait, voilà, le manager aujourd'hui ou le leader, il ne joue plus son rôle de leader, mais il doit incarner aussi ces valeurs-là. Donc, c'est une transformation qui est à tous les niveaux. Alors, j'aurais beaucoup aimé aborder avec vous la partie interculturelle. Mais malheureusement, le temps ne nous le permet pas. Par contre, ce qu'on va faire pour notre public, c'est qu'on va faire un petit résumé et quelques clés de ces 2 questions que j'avais encore envie de vous poser par rapport aux transformations et les différents pays dans lesquels vous les avez menées, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser le public. Également à tous ceux qui nous suivent, merci pour vos questions. On les a recensées. Certaines ont été répondues en direct par nos panélistes. Merci beaucoup. Et pour le reste, on va bien évidemment donner suite à tout ça. Moi, je pense que là, il est temps de conclure et je permettrai au public de nous donner son avis par le biais d'un petit sondage que Morgane va nous glisser dans la chatbox. N'hésitez pas à mettre dans ce sondage, dans les parties qui sont ouvertes, vos suggestions, vos questions, les sujets que vous auriez aimé voir un petit peu plus développés. On se fera un vrai plaisir de vous répondre par le biais d'un emailing de suivi. En tout cas, c'était un vrai plaisir de recevoir Laurent, Sophie, Allen. Et je voudrais vous remercier pour toutes ces explications, pour toutes ces clés, et puis pour ce débat qui était riche et vos retours d'expérience. Merci à tous les participants également.
Du côté de la CCI France-Suisse, moi, je vous invite simplement, si ce n'est pas encore fait, à vous inscrire au dernier volet du cycle qui sera le 29 avril prochain et qui sera cette fois consacré à la transformation des organisations. Donc, l'intervenant sera Marc Matisse et notre témoin sera Christophe Barman, donc de la société Loico. Les prochains événements s'affichent sur vos écrans. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci pour votre interaction, pour toutes les réactions qu'on peut d'ores et déjà voir dans la chatbox. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Restez en bonne santé et je vous dis à très vite pour un prochain événement de la CCI France Suisse. Merci à tous. Très belle journée. Merci.